Bonjour, je suis Noufou Yampa, consultant en stratégie de développement et directeur du bureau d'études Impact Plus. Je suis créateur du concept EMP, Emploi massif c'est possible, et auteur du SAC IPR, Système accéléré d'acquisition de capacités d'insertion, de productivité et de reconversion, la solution technique à la mise en œuvre du concept. En rappel, cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 vidéos que nous vous offrons. En rappel toujours, dans la première vidéo, nous nous sommes concentrés sur la reconnaissance du développement des capacités et expertises de création d'emplois comme un besoin majeur du processus de création d'emplois. Dans cette première vidéo, nous avons vu succinctement 1. Genèse de l'opportunité et pourquoi son auteur mérite votre attention. 2. Croissance, chômage et pauvreté, le constat d'une inadéquation. 3. Les effets du chômage, des dangers de plus en plus perceptibles. 4. La reconnaissance de la problématique du chômage comme étant le plus grand défi du développement. 5. Reconnaître le développement des capacités et expertises de création d'emplois comme le plus grand besoin. 6. Enfin, des questions de contribution. En conclusion, il a été démontré que le développement des capacités de création d'emplois se devait d'être reconnu comme la première étape du processus de construction d'un monde sans chômage. Si vous n'avez pas pu voir cette vidéo importante, je vous suggère de la voir. Elle permettra de mieux comprendre notre nouvelle approche de solution à cette problématique majeure de lutte contre le chômage, reconnue comme l'un des plus grands défis de développement. Revenons à la présente vidéo dont le thème est une bonne identification des véritables difficultés à surmonter pour une meilleure solution à la problématique du chômage. Et poursuivons notre réflexion, à savoir comment Impact Plus entend contribuer à relever le défi de 50 ans, celui de la réduction du chômage et de la pauvreté. 2 étapes ont été nécessaires. La première, c'est la définition d'une méthode performante de recherche de solutions. Et la deuxième, l'application de cette méthode à la problématique du chômage. Sur la première étape, l'approche holistique de recherche de difficultés et de solutions. C'est une technique que nous avons qualifiée une technique à plusieurs millions d'euros. Le principe de base de l'approche holistique est que l'application d'une bonne technique de recherche de difficultés et de solutions est fondamentale pour les problèmes majeurs, souvent sans solution, comme le cas du chômage. Notre technique d'approche pour l'identification des difficultés et des solutions est une technique holistique qui prend en compte l'environnement global de la problématique et non uniquement les protagonistes concernés. Donc c'est une approche qui permet de se poser les bonnes questions sur la base que les bonnes solutions dépendent des bonnes questions. Pour illustrer notre concept, nous prendrons un exemple pour mieux expliquer la technique. C'est un exemple réel vécu par notre bureau en République démocratique du Congo, RDC. Lors de la restitution d'une importante étude commanditée par le programme de renforcement des capacités de gouvernance PRCGE en RDC, le bureau d'études Impact Plus a été confronté à une situation où sa force de proposition a été mise à rude épreuve. L'étude portait sur une élaboration de textes sur le statut des chefs coutumiers. Notre rapport provisoire contenait un article précisant que les chefs coutumiers seront consultés à l'occasion de l'attribution des terres
dans leur ressort territorial. Dans la sous-commission examen de ce texte, il a été demandé de supprimer cet article au motif que l'État a déjà adopté une loi sur la réforme agraire et que la question de la relation des chefs coutumiers avec la terre relevant de la matière foncière devait être réglée pas dans le statut. Devant cet argument juridique, les intervenants ont demandé est-ce que la loi foncière avait pris en compte la relation des coutumiers avec la terre. La réponse a été négative. À cette réponse, la réaction d'un groupe de personnes était immédiate. Le groupe disait, si on résume, la loi foncière n'a pas statué sur la relation entre coutumiers et la terre. Et au niveau du statut, vous ne voulez pas que cette relation soit établie. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire, poursuivent-ils? Il s'agit ni plus ni moins de dépouiller le coutumier du peu de pouvoir qui leur reste, l'accès à la terre. Et avec un ton ferme, ils ont intimé, remettez l'article à sa place. Les légalistes ont alors rétorqué, un État ne saurait admettre deux lois incohérentes dans son système législatif. Supprimer l'article. En rappel, cette restitution de haut niveau regroupait l'administration centrale, des ministres et des députés provinciaux. Comme on peut le percevoir, la salle s'est subitement surchauffée. J'ai demandé une pause pour consultation. J'ai par la suite interpellé les consultants pour un plan B. Ils ont dit ne pas en avoir. J'ai interpellé le programme de PRCG, commanditaire de l'étude. La réponse a été également négative. Il ne restait que le facilitateur de l'atelier qui a aussi reconnu son impuissance à trouver une solution de compromis. Nous étions devant une situation inattendue et il fallait résoudre la question en live, autrement la restitution allait prendre un grand coup. Dieu merci. En peu de temps, nous avons trouvé une solution approuvée par les deux parties et la restitution s'est poursuivie. Comment avons-nous trouvé cette solution? Pour trouver la solution, il a été appliqué la technique des difficultés holistiques. De quoi s'agit-il? En principe, devant une difficulté, la solution est souvent recherchée auprès des protagonistes directs. Pour le cas de la RDC, la question serait de savoir qui des coutumiers ou des légalistes est la cause des difficultés. En allant sur cette ligne, aucune solution ne serait possible. Pour trouver la solution, il fallait avoir une autre approche. C'est ce que nous avons appelé l'approche holistique. La difficulté ne provenait pas des coutumiers ni des légalistes, mais de la loi. C'est la loi qui a en fait créé la difficulté en ne prévoyant pas la place des coutumiers dans la loi foncière. Pour trouver la solution, il fallait la rechercher dans la loi. C'est cette approche que nous avons utilisée. En revenant à la loi, l'approche était de se demander comment la loi pouvait corriger ces erreurs. À l'examen des possibilités offertes par la loi, une solution forte a été trouvée et l'article a été reformulé. La question a ensuite été posée aux légalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Réponse. Il faut savoir que nous ne sommes pas contre le droit des coutumiers sur la terre. Nous défendons des problèmes de forme juridique. Et la question est réglée dans une cohérence des textes. Nous sommes donc d'accord avec la reformulation. Qu'en pensent les coutumiers? Réponse. C'est une avancée significative dont nous pouvons nous en contenter. Cela n'a l'air de rien, mais imaginons que la technique n'avait pas été appliquée et que l'on poursuivait la recherche de solutions avec l'espoir que le compromis soit trouvé. Je qualifie cette technique de technique à millions de dollars ou même d'euros parce qu'elle est capable de régler de grandes crises. Il est plus probable que là où elle est appliquée, les bagarres dans les réunions et assemblées seront évitées
Il en va de même pour les grandes crises. Je reviendrai sur la solution trouvée et d'autres situations où la technique, si elle était utilisée, aurait pu permettre d'éviter des crises comme même la crise ivoirienne. Mais en attendant, ce qu'il faut retenir est que c'est la technique utilisée et qu'il faut utiliser pour réussir le challenge de faire reculer le chômage. Maintenant, voyons de comment cette technique a été appliquée pour résoudre le chômage. Donc, les 9 difficultés qu'il faut bien comprendre pour une meilleure solution à la problématique du chômage. Un travail intense, construit sur la base de l'approche holistique, a permis d'identifier plusieurs difficultés intrinsèques à la problématique du chômage. À l'examen de ces difficultés, il semble que c'est parce qu'elles n'ont pas été suffisamment appréhendées que le chômage ne pouvait pas trouver de solution. Les plus importantes de ces difficultés sont, premièrement, l'insuffisance d'une bonne qualification de la problématique du chômage dans la hiérarchie des problèmes de développement. C'est sans doute la première difficulté. Quelle qualification donner à la nature du chômage? Est-ce un problème social ou un problème de développement? Et si c'est un problème de développement, est-ce une problématique sectorielle ou nationale? Nous sommes devant une problématique dont, comme on l'a vu dans la première vidéo, où les acteurs de développement n'ont pas connu le plus grand succès dans la recherche de solutions, mais dont il semble que la qualification de la problématique n'est toujours pas tranchée. En réalité, le constat est fait que dans les politiques de développement, le chômage est souvent considéré comme un problème social et non un problème de développement. Il est important de rappeler que le statut de problème de développement permet de bénéficier de mesures politiques importantes et de fonds de soutien. Ce fut le cas par exemple du VIH-Sida, où le Bureau Impact Plus, qui a eu le privilège de soutenir le PNUD et le SPCNLS dans leur plaidoyer pour faire évoluer le statut du VIH-Sida, de problème de santé en problème de développement, a tiré une grande expérience. Dès que son statut a évolué de problème de santé en problème de développement, les politiques et fonds ont été conséquemment mobilisés. Élaborer donc un document à même de servir de cadre de plaidoyer pour aider à l'évolution du statut du chômage, de problème social en problème de développement, serait une importante contribution pour une bonne gestion de la problématique. J'ai le plaisir de vous informer que cette tâche difficile est désormais aplanie. Le SAC IPR a résolu ces difficultés. Il a pris le temps de recherche et d'études pour permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir élaborer des dossiers de plaidoyer. Certains de ces éléments vous ont été donnés dans la vidéo précédente et continueront de vous être donnés dans les vidéos à venir. Deuxième difficulté, l'absence d'un système global et techniquement structuré de gestion de la problématique du chômage. C'est la conséquence de la première difficulté, l'absence de reconnaissance du statut de problème de développement à la problématique du chômage. Il ressort clairement que le chômage est une grande problématique, avec probablement, comme nous allons le voir, une dimension holistique. Il s'impose donc, pour réussir sa gestion, d'avoir un système holistique à composantes indépendantes, mais parfaitement intégrées, pour définir et encadrer une bonne feuille de route. L'approche de la gestion du VIH en est un bel exemple. À la réflexion, la problématique elle-même pose un véritable problème de sa bonne structuration, comme semblent le montrer les difficultés liées à la question, par exemple, en France. Mais c'est le passage obligé si nous voulons réussir à contenir le phénomène. Le SAC IPR prend le pari de proposer un système global de gestion crédible, un système dont le rêve lui-même n'était pas permis. Troisième difficulté, le caractère multidimensionnel de la problématique. Le chômage a été souvent traité comme une thématique indépendante. Notre diagnostic montre que la thématique est intrinsèquement liée à d'autres.
Par exemple, l'une des thématiques est la productivité. En effet, on peut dire que les personnes en quête d'emploi ont souvent un problème de productivité et que la création d'emplois est tributaire de la productivité. On peut même aller plus loin et affirmer que toute personne, toute entreprise et tout pays qui accepte pendant longtemps de l'aide et surtout qui pensent qu'ils en ont le droit d'attendre ont des problèmes de productivité. La découverte des thématiques intrinsèquement liées au chômage et à la pauvreté est importante car elle permet d'engager un processus de lutte sans lequel le résultat sera en deçà des attentes, comme précisément le cas actuel. Quatrième difficulté, une insuffisance de mentalité de développement. Cette insuffisance est un autre constat très important. Ces insuffisances sont très nombreuses et il est vital de pouvoir cerner les plus fondamentales et y trouver des solutions idoines. C'est une insuffisance majeure à laquelle on ne prête pas beaucoup d'attention, mais qui constitue des piliers de la création d'emplois et du développement, dont la non prise en compte influencera toujours les politiques de création d'emplois. Ces piliers sont nombreux et d'intérêts variables selon les acteurs, mais on doit travailler à identifier les plus importants. Nous avons fait beaucoup d'échanges avec différents acteurs pour leur identification. Je raconte une histoire qui m'a permis de découvrir l'importance que les acteurs accordent à certains principes. J'ai échangé avec un jeune entrepreneur sur son point de vue sur les principes fondamentaux. J'ai commencé à parler de la faible utilisation des potentiels personnels, avec comme conséquence la faible productivité. Il demanda de poursuivre. Je parlais de la faible utilisation des ressources du web. Il demanda de continuer. J'ai dit la faible compréhension du secteur privé comme moteur du développement. Et il dit, voilà, il faut laisser tomber tout le reste et ne parler que de ça. C'est le premier frein au développement. Bref, le principe est que là où il n'y a pas un véritable développement, il y a avant tout un problème de mentalité. Et nous avons travaillé à identifier les mentalités les plus importantes pour accompagner la création d'emplois. Cinquième insuffisance relevée, la faiblesse des marchés d'emploi. Ceci est un très grand problème. En rappel, pour l'année 2014, 589 813 dossiers de candidature avaient été reçus pour 9 480 postes de la fonction publique. Manifestement, l'offre est de très loin inférieure à la demande. Il s'impose donc que des réflexions innovantes et créatives soient faites pour pouvoir créer d'autres sortes d'emplois. Parmi ces réflexions, Impact Plus a déjà apporté une contribution pour la CEDEAO lors de la rencontre des porteurs de projets sous-régionaux organisée par le programme économique régional de la CEDEAO. Le bureau Impact Plus convié a proposé que dans le cadre de la lutte contre le chômage, il soit adopté le principe de l'intégration d'objectifs et d'indicateurs de création d'emplois dans les projets et programmes de développement. Il avait été décidé que la cellule CEDEAO transmettrait cette proposition donc à la CEDEAO comme une contribution de Burkina Faso à la politique de création d'emplois dans la communauté. Et cette stratégie peut être appliquée ici et maintenant pour les projets et programmes de développement. Mais une véritable réflexion doit être faite pour créer de nombreux marchés de création d'emplois. Et sur cette question, le SAC IPR s'y est vraiment investi. Sixième difficulté, la faible privatisation des projets de création d'emplois. Le constat actuel est que la lutte contre le chômage est d'abord la responsabilité de l'État. Conséquence, les divers projets de création d'emplois sont des projets étatiques. Même si les efforts fournis sont louables, ces projets n'épousent pas entièrement le concept du secteur privé moteur de développement. Un effort de privatisation du processus de création d'emplois serait, de notre point de vue, un axe d'orientation important qui corrigera une grande insuffisance du système. Septième difficulté relevée, la faible performance des programmes de création d'emplois. Les programmes de formation sont plus centrés sur la production de travailleurs
que d'auto-employeurs et surtout d'entrepreneurs. De plus, ces formations se concentrent sur les matières que sur le développement des potentialités des personnes. La conception d'un programme holistique global qui prendra beaucoup d'aspects du problème du chômage sera un facteur majeur pour une solution crédible à la lutte contre le chômage. 8e difficulté notée dans le diagnostic. La faible performance des méthodes procréatives de formation. L'inadéquation n'est pas seulement au niveau des programmes de formation, mais aussi au niveau des méthodes. Le système actuellement dominant est le système mural. Ce système est efficace, mais beaucoup de limites. Seul, il est très limité pour permettre de réduire le chômage. Un système plus proactif doit être imaginé. 9e difficulté, enfin, la faiblesse de la force motrice. Actuellement, le problème du chômage est perçu comme relevant essentiellement de la responsabilité de l'État. La conséquence est qu'un nombre très limité de projets d'emploi sont en mouvement. Le grand défi à corriger serait donc de trouver les meilleures voies et moyens pour renforcer la force motrice qui tire les projets et actions de création d'emplois. En conclusion, c'est après avoir pris en compte ces contraintes et bien d'autres, rechercher les solutions les meilleures pour la réduction du chômage et analyser les nombreuses causes de faiblesse des résultats des divers programmes, qu'Impact Plus a pu construire un système innovant de réduction du chômage et de la pauvreté, jugé crédible par de nombreux observateurs avertis. Le système, en rappel donc, s'intitule Système accéléré d'acquisition des capacités d'insertion et de productivité et de reconversion. Je résume en disant donc qu'une des grandes causes de la faible réponse à la problématique du chômage est le fait que les difficultés fondamentales de la problématique n'ont pas su être trouvées, n'ont pas pu toujours être bien appréhendées. Grâce à la technique de l'approche holistique, les difficultés fondamentales ont pu être cernées. Mais si identifier les difficultés est important, pouvoir en trouver les solutions les plus adéquates reste un défi extrêmement redoutable. Dans la prochaine vidéo, je vous amènerai dans les coulisses de la recherche des solutions aux différentes difficultés. Je prendrai une des difficultés citées et je parcourrai avec vous l'ensemble des éléments recherchés et conceptualisés. Cet exemple pratique sera une des leçons du SAC IPR. Sur vos questions, je souhaite une fois encore vous remercier très sincèrement pour vos nombreux commentaires et questions. Plusieurs questions ont été posées, dont les principales sont: en Afrique, les démissions en général et les démissions de travailleurs sont rares, or elles peuvent être créatrices d'emplois. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour aider à une meilleure démission des travailleurs, pouvez-vous parler des attitudes et comportements qui peuvent aider à sa démission? J'essaierai de donner des réponses à ces deux questions en attendant de voir les autres dans les prochaines vidéos. Est-ce que les démissions des travailleurs peuvent aider à la création d'emplois? Mon histoire et celle de beaucoup d'agents que je connais semblent dire que les démissions permettront de créer de nombreux emplois. Ce qui signifie que si une masse critique d'agents démissionne, nous aurons un très grand marché d'emploi. Imaginons, à titre d'exemple, que seulement 5% des travailleurs publics, internationaux et privés démissionnent pour créer des emplois et que chacun crée 2 à 10 emplois par an. Je rappelle qu'en ce qui me concerne, c'était entre 30 et 50 emplois par an. Et je connais de nombreux agents qui ont fait la même chose et même mieux. Avec les critères ci-dessus mentionnés, si l'on considère qu'un pays a un total de 200 000 travailleurs, toutes catégories confondues, tous secteurs confondus, nous aurons, en appliquant donc de 2 à 10 emplois sur les 5%, nous aurons entre 20 000 et 100 000 emplois par an qui seront créés par les fonctionnaires qui accepteront de démissionner. Voilà en fait
un grand marché que les fonctionnaires peuvent créer s'ils acceptent effectivement la démission. La faible capacité des travailleurs à démissionner et comment réussir sa démission. Donc, question 2. La faible capacité des travailleurs à démissionner et comment un travailleur peut réussir sa démission. Nous pouvons faire le constat que la démission est vécue comme un grand risque que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à prendre. À ma démission, j'ai été traité de tous les maux, même de fou. De plus, après la démission, mon encouragement à plusieurs camarades de démissionner a connu un faible succès. Comment réussir sa démission? En ce qui me concerne, les éléments suivants ont été déterminants. Je les donne dans la seule vision qu'ils pourront peut-être être d'une certaine aide à de nombreuses personnes qui parfois regrettent de n'avoir pas pu faire le saut. 1. La conscience de l'imagination. J'ai toujours considéré mes capacités d'imagination comme ma première richesse et le travail est un cadre idéal pour développer cette imagination. Pour tout dossier, tout travail et tout poste, je réclamais une indépendance dans le traitement du dossier, avant la décision des supérieurs. Un jour, un directeur m'a demandé de remplacer un agent. J'ai dit que j'allais apprécier le problème. Il m'a dit qu'il demande de le changer. J'ai répondu que s'il veut le faire, il peut signer un acte lui-même et j'exécute. Mais si c'est moi qui dois signer l'acte, je vais apprécier. Il a continué en parlant que quand il y aura des problèmes, et j'ai enchaîné en disant que oui, quand il y aura des problèmes, j'assumerai. Deuxième, la prise d'initiative et proposition. Pour la bonne marche du service, j'essaie toujours d'anticiper avec des propositions. C'est la meilleure façon d'être une force de proposition, ou dans les réunions et même dans les services. Troisième élément que je pratiquais, c'est assumer mes responsabilités. C'est le cœur même du métier d'un agent et surtout d'un responsable, savoir assumer. En ce qui me concerne, voilà, certains même pensaient que j'exagérais. Voici quelques exemples. J'étais l'un des rares receveurs à appliquer le retrait des parcelles non mises en valeur. C'est une législation majeure de développement. Elle permet à la terre d'être un support d'investissement et non de spéculation. Mais un texte difficile d'application en raison des enjeux. Une fois d'ailleurs, ce retrait m'a coûté mon poste parce que les responsables ont eu peur de la réaction de la population. Heureusement que force est restée à la loi, car 2 mois plus tard, contre toutes les logiques administratives, il m'a été ramené au même poste. En général, dans le système administratif, une fois que l'on vous enlève d'un poste, on vous remet plus à ce même poste, même si la sanction était faite par erreur. À ce qu'il paraît, il a fallu l'intervention de l'ex-président du Faso lui-même pour le faire. Je profite de lui transmettre mes sincères remerciements. 7. Un autre exemple d'accompagnement de projet où il semble que j'ai aussi assumé des responsabilités, ou peut-être même exagéré. Un jour, une présidente d'association pour orphelins est venue demander l'évaluation d'un terrain comme complément à son dossier de demande de subvention. À l'époque, les dispositions légales avec la suspension des titres fonciers ne permettaient pas l'évaluation des terrains. Non, mais elle avait besoin de ce document pour la preuve de remblai réalisé sur le terrain. Sans le dit document, son projet pouvait ne pas connaître de développement. Le terrain relevait d'une autre juridiction que la mienne. Je lui ai suggéré de voir le receveur concerné, car s'il veut, il peut assumer la responsabilité de délivrer l'attestation. Elle m'a dit qu'il a refusé. J'ai appelé mon collègue pour voir ce qu'il pouvait faire. Voici sa réponse. Monsieur Yampa, vous savez que les receveurs ne peuvent pas délivrer de valeur sur les terrains. J'ai dit oui. Et vous voulez que moi je le fasse? J'ai dit oui, parce que nous sommes face à un problème de développement. Et en ne le faisant pas, nous hypothéquons un projet important pour notre pays. C'est possible, a-t-il poursuivi, mais je ne me mettrai pas au travers des textes. J'ai dit à la directrice que dans tout le pays,
il est la seule personne à pouvoir assumer de façon acceptable cette responsabilité, mais qui n'est pas obligé. Et comme il a refusé, je ne voyais aucune autre alternative pour elle. Elle était bien sûr totalement désemparée. C'est là que j'ai réalisé qu'il existait une autre alternative. Après tout, j'étais moi aussi receveur. J'ai rappelé mon collègue pour lui demander s'il m'autorisait à signer l'attestation de valeur sur un terrain de sa juridiction. Il a répondu que tant qu'il n'avait pas de responsabilité, il n'a pas d'objection. J'ai donc fait une attestation en bonne forme, signée, et remettre à la dame. Une double illégalité parfaite que j'ai décidé d'assumer. Elle a remercié et demandé si elle devait payer quelque chose. J'ai dit oui, et j'ai expliqué que le coût du risque que je prends, c'est parce que j'ai confiance qu'elle assumera sa part de responsabilité pour faire de ce projet un projet qui aura un très grand impact pour le développement de notre pays. Je reviendrai à vous pour les autres questions dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous donne encore la parole. Donc, vos questions de contribution. Première question, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'approche holistique de recherche de solutions. 2. Étant convaincu que vous avez souvent utilisé la dite approche, donnez-nous une ou deux situations où son utilisation a permis de résoudre un problème qui semblait insoluble. 3. En attendant que je revienne à vous pour la suite de l'histoire des statuts des chefs coutumiers, est-ce que vous pouvez imaginer la solution consensuelle qui a pu être trouvée? Au stade actuel de nos échanges, est-ce que vous êtes de plus en plus convaincu ou bien vous êtes encore sceptique quant à la possibilité effective d'une solution capable de contenir et d'inverser les tendances du chômage? 5. Si vous avez des questions d'éclairage, nous serons toujours heureux de vous les lire. À très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup.